Nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission. Robert Kossiga Akwete, Ashraf Ouro Sama et Francisco Napokoura. Avant de filer en Guinée-Conakry et voir cette situation encore tendue après un appel à manifester contre la junte de Mamadi et Doumbouya, nous restons toujours au Mali, au Bamako traduit. La France devant le Conseil de sécurité pour soutien présumé au groupe terroriste. Et c'est le juriste Ouro Sama qui avait la parole. Oui, donc je le disais tantôt, est-ce qu'aujourd'hui le Mali dispose des prérogatives pour demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité? Selon le chapitre 7 des Nations Unies, le Mali ne dispose pas ces prérogatives-là. Il ne peut que s'appuyer sur son allié objectif, c'est-à-dire aujourd'hui la Russie. La Russie peut demander une réunion d'urgence des Nations Unies pour essayer maintenant parce qu'on considère que le Conseil de sécurité est une tierce personne et qui ne peut objectivement apprécier les allégations que le Mali prolifère contre la France. La France. Donc c'est vrai, la France peut balayer cela d'un revers de la main, mais vous savez, la France a toujours soupçonné aujourd'hui il y a des éléments factuels qui sont là. Il faut apprécier. Il faut apprécier si le plénipotentiaire, je veux parler du ministre des Affaires étrangères, prolifère ces accusations, ce qui veut dire quand même qu'il y a quand même quelques éléments. Mais il faut quand même s'assurer de la véracité des éléments factuels qu'on dispose pour proliférer ces intentions. Maintenant, c'est la posture du Mali aujourd'hui qui s'inquiète parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une attitude préventive. Vous avez le président Assimi Goïta dit aujourd'hui que le Mali est prêt à faire des représailles. Mais en droit international, il y a ce qu'on appelle les conditions de responsabilité de l'État agresseur. Donc, il appartient au Conseil de sécurité aujourd'hui d'apprécier les faits et voir si on peut engager la responsabilité de la France dans le conflit malien. Alors, Francisco Napokoura, selon l'explication de Ashraf Ouro Sama, ce n'est pas aussi comme du beurre d'aller saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies? Non, ce conseil est gouverné par qui? C'est le même encore. C'est le même encore. Bien sûr qu'on dit que c'est une tierce personne qui est censée être neutre. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les blocs, il a dit tout à l'heure, il peut s'appuyer sur, le Mali peut s'appuyer sur son allié traditionnel qui est la Russie. Mais s'il veut, il peut faire ralentir les choses. Donc, c'est pas facile, mais il faut réagir. Ça ne veut pas dire pour autant que le Mali ou bien les Maliens vont se taire. Il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils soient aussi agressifs. C'est très important. Tout à l'heure, vous avez parlé des réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas urgent peut-être de fournir des preuves par le biais des réseaux sociaux? On ne brandit pas ces premières preuves comme ça. Le juriste c'est ici, on ne peut pas les brandir comme ça. Kossiga Akwete a dit d'abattre ces aéronefs. Ils ont quels moyens? C'est tout dernièrement qu'ils ont commencé. Ils l'ont dit, c'est tout dernièrement qu'ils peuvent les abattre. Voilà, c'est tout dernièrement. Je peux dire même avant ou bien ils ont été surpris. On peut dire qu'ils ont acquis du matériel 5 avions de la Russie, voilà, aérien. Donc il faut être formé et tout ça. Bon, même comme on le dit, c'était pas aussi évident de les abattre en même temps. Maintenant, peut-être qu'ils sont sur leur qui-vive et ils attendent pour abattre. Donc les preuves dont ils disposent, ce n'est pas en envoyant la lettre ou bien au premier venu qu'on tend la preuve. On montre la preuve là où il faut. D'accord? Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. En plus, la défense du chef d'état-major ou bien du chef de la Barkhane, Général Barat. Oui, c'est tout à fait normal. Il doit défendre son pays et même faire de la victimisation. Mais il parle de 45 soldats, bien sûr. 45 soldats, c'est des hommes. 59 soldats, c'est des hommes qui ont droit à la vie. Mais n'oubliez pas que quand l'Occident était en difficulté, c'est l'Afrique. C'est de l'Afrique qu'on a tiré les ressources pour aller combattre, sauver ces peuples, ces blancs qui ont eu honte par la suite et qui ont même, sur le sol occidental, tué, assassiné nos parents, nos aïeux, et même les tueries disons, au Sénégal. Voilà. Mais c'est des gens qui ont eu honte, ils ne veulent pas restituer l'argent. Et quand vous voyez, cette attitude, c'est mauvais, ça continue. On pille nos ressources. Pendant ce temps, on dit on avait volé
vos aïeux, vos œuvres traditionnelles qu'on vous retourne, et comme ça, comme si, c'est-à-dire qu'on passe tout en perte et profit. Ce n'est pas normal, et de continuer. Donc, aujourd'hui, la victimisation dont fait preuve le chef de Barkhane, c'est tout à fait normal. Il ne peut pas laisser son pays comme ça, mais quand ils iront avec des preuves, peut-être que le Mali en dispose, il va en discuter. En parlant de victimisation, Kosiga à côté, certains pensent également que le Mali est aussi dans ce rôle. On a vu des phases, il y a eu des tas de choses, cette tentative d'assassinat d'Assimi Goïta, il y a les échanges avec l'ancien premier ministre Boubou Cissé, il y a tout un tas de choses, c'est pourquoi les Africains exigent des preuves aujourd'hui. Comment les brandir selon vous? L'accusation est tellement grave qu'on ne peut que exiger des preuves, parce que ce n'est pas du bonjour. Cette accusation, elle est trop forte. Elle engage des responsabilités de la France. Mais si nous prenons la chose sur deux spectres, vous allez constater ensemble que quand nous prenons les pratiques des Français, les histoires de Bob Denard, comment la France passe par les coulisses pour faire les coups d'État dans nos pays africains, surtout francophones, on peut dans un premier temps dire que les Maliens ont raison. Mais faute de preuves, on peut aussi dire que c'est la junte malienne qui alors prend du temps au pouvoir et qui exhibe des choses sans preuve. Pour vous, une affaire de plus peut-être. Une affaire de plus, ne serait-ce que pour distraire un peu les gens, les dirigeants africains et continuer pas à rester au pouvoir. Dans un deuxième spectre, mais je dis, si tant est que le Mali dit qu'il détient des preuves contre les Français, ok, si, que le Conseil de sécurité de l'ONU permette aux Maliens alors de venir brandir les preuves et que les pays occidentaux puissent aviser. Cela serait un peu difficile. Parce que quand on prend le Mali contre la France sur le plan diplomatie, nous savons que la France peut lui damer les pions. C'est pourquoi je disais tantôt que la France, de par ses pratiques anciennes, on peut dire que la France est dans ce rôle. Parce que ayant sa participation à la lutte contre le terrorisme au Mali étant un fiasco, il peut chercher alors à créer des problèmes. Et comment elle a été humiliée d'ailleurs. Vous savez, le terrain du Mali, c'est comme un deuxième Ukraine. Un deuxième Ukraine en Afrique. Donc la France ne peut pas constater de visu alors le changement de situation au Mali avec l'intervention de la Russie. Si aujourd'hui ils envoient des tonnes d'armes en Ukraine pour que la Russie ne puisse pas gagner sur carte blanche sa guerre en Ukraine, la France aussi peut toujours continuer par alors créer des problèmes au Mali par ces terroristes-là, bien sûr, parce qu'ils ont eu les armes où? C'est en Libye. Ils ont largué des armes en Libye, au temps de Kadhafi. Selon les ont dit, aujourd'hui, ils continuent pas à larguer des armes à ces terroristes-là, ne serait-ce que pour créer des problèmes à la junte malienne. C'est pourquoi j'ai dit qu'il va falloir que nos chefs d'État alors se lèvent comme un seul homme pour dire non à la France, que la France retourne chez elle. Et les Africains ont aujourd'hui des hommes capables de définir des plans de défense et de sécurité de notre continent. Bien sûr que beaucoup de nos hommes ont été formés dans les écoles de guerre de l'Occident, mais aujourd'hui, nos États aussi disposent des écoles de formation pour la guerre en Ukraine, on a fait appel aux gens en Afrique ou pas? Oui, mais pour la guerre en Ukraine, pendant que la France, surtout la France seule, continue de crier qu'il y a Wagner, les mercenaires ici, mais sur le front de la guerre en Ukraine, mais c'est des Américains, c'est des Occidentaux qui ont déposé leur démission dans leur armée, c'est-à-dire provisoire, pour aller combattre. C'est des mercenaires. Ils ne sont pas des soldats réguliers de l'Ukraine. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on dit comment les gens peuvent, vous voyez, même la déstabilisation de la Centrafrique, mais ça vient du Soudan. Quand vous échangez avec les hommes qui ont fait la mission des Nations Unies, ils vous diront comment ça s'organise. On peut vous envoyer une patrouille sans des moyens suffisants, et puis on vous attaque en route, on prend les armes. C'est une façon d'armer une rébellion. Et les gens se sont armés, ils sont descendus. Les armes qui se sont déversées en Libye, la dernière fois dans la troupe du général Haftar, on n'a pas trouvé les obus français. Quand on a trouvé les obus, qu'est-ce que la France a dit? Que c'est envoyé à la destruction.
Donc c'est sur le front en Libye qu'on a envoyé les armes là pour détruire. Non, quand on dit, ce ne sont pas, c'est pas chose, c'est pas un sentiment anti-français comme les gens veulent nous le faire croire. Dire que c'est un sentiment anti-français, c'est d'éviter que le débat se pose. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Macron a tenté de faire un sommet à Montpellier. Et l'année dernière, ce que les jeunes lui ont dit, c'est ça qui se passe. Alors, notre liberté, nous avons besoin de notre... Nous ne parlons pas, on ne parle pas forcément de ces sentiments anti-français, mais il y a eu, si on peut le dire, l'accumulation d'un certain nombre de choses qui poussent les gens aujourd'hui à demander des preuves formelles de la part du Mali. Oui, mais effectivement, vous savez, la France est une grande puissance, quoi qu'on peut dire. Hein. Souvent, j'accuse souvent les panafricanistes les plus convaincus de sous-estimer la force de persuasion, la force de nuisance de la France. La France est une grande puissance. Ils ont une représentation diplomatique extrêmement étendue dans presque tous les pays. Je crois que mon confrère l'a dit aujourd'hui diplomatiquement. Le droit de légation malien, je veux parler du ministre des Affaires étrangères, ne peut pas faire vraiment le poids devant la France. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est les accusations. Oui, mais si la junte veut avoir une certaine crédibilité dans l'opinion africaine, ils doivent forcément brandir des preuves. Donc ils ne peuvent pas à chaque fois proliférer ou bien tenir un élément de langage qui ne tient pas la route. Aujourd'hui, certes, ils ont essayé de saisir le Conseil de sécurité, mais c'est une procédure qui est en cours. Espérons voir parce qu'ils ont forcément besoin de la Russie pour que cette réunion-là aboutisse. Bon, pour revenir aujourd'hui à la situation malienne, quoi qu'on dise, excusez-moi pour mon cynisme, vous savez, le développement d'un pays passe parfois inexorablement par la domination des autres. Et la France n'est pas dans une sorte de rétropédalage. Ils sont constants. Lorsque vous essayez de voir... Elle est restée constante. Elle est restée constante depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la France a du mal à s'insérer dans le monde qui vient. Il y a une concurrence extrêmement élevée dans la zone francophone qu'elle a toujours considérée comme son précaré. Donc elle est en difficulté. Comment faire pour aujourd'hui de mettre en difficulté la Russie? Comment faire aujourd'hui? Parce que vous savez, ces derniers temps, l'élément de langage qui revenait souvent, c'est qu'il y avait des mercenaires de Wagner qui apportaient du soutien au gouvernement malien et que ce sont ces gens-là qui, disons, avaient des pratiques douteuses, violation des droits de l'homme et tout ce qui va avec. Bon, la France n'a pas pu aussi apporter des éléments de preuve assez fiables. Donc, tout ce que moi je dis aujourd'hui, il faut diversifier les partenariats. Mais la recherche de partenariat ne doit pas être synonyme de changement de puissance tutélaire. Parce qu'on a comme l'impression que les Africains veulent changer de maître. On veut prendre la Russie comme maître. Non, nous voulons une coopération gagnant-gagnant, comme on le dit. Et c'est ce que le Mali a toujours dit. Oui, c'est ce que devant la France, le Mali a toujours dit. Voilà, nous ne voulons pas. Voilà, le Mali ne veut pas cette infantilisation-là. Bon, la France aujourd'hui paie son paternalisme. Elle a du mal vraiment à déconstruire vraiment les schémas antérieurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin? Moi, je dis, quand vous prenez par exemple l'article 52 de la Charte des Nations Unies, on parle des mécanismes collectifs de sécurité collective régionale. Aujourd'hui, la CEDEAO est un espace d'intégration aujourd'hui qui a quand même des moyens de mettre en place une sécurité collective. Et on n'a pas besoin forcément du soutien des Occidentaux pour avoir une stabilité dans le Sahel. Aujourd'hui, il suffit de mettre en place une force multinationale qui est composée des pays membres de la CEDEAO et le problème, il est réglé. Les initiatives solitaires sont contre-productives. Aujourd'hui, si l'armée malienne décide de prendre des initiatives solitaires, d'aller au front tout seul, mais ce serait vraiment un bérésinant, des échecs cuisants. Donc aujourd'hui, il faut une sécurité collective, il faut que les choses soient bien définies. C'est vrai que la CEDEAO prend vraiment des initiatives, mais ces initiatives-là piétinent. Mais la question que je me pose... Oui, sont limitées. Aujourd'hui, la question que je me pose sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est vrai, le Mali peut aujourd'hui, disons...
contrecarrer, disons, les attaques de la France, être dans une logique de représailles. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Mon confrère l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont la logistique? Est-ce qu'ils ont des moyens pour abattre les aéronefs? Point d'interrogation. Parce qu'on a quand même une armée plus ou moins embryonnaire par rapport aux Occidentaux. Allez, on va filer en Guinée-Conakry puisque le temps est contre nous. Des affrontements ont mis en prise, aux prises, j'allais dire, des dizaines de jeunes Guinéens et les forces de sécurité. C'était mercredi 17 août dans la banlieue de Conakry, à la capitale, partiellement paralysée à la suite d'un appel à manifester contre la junte au pouvoir. Kosiga à côté, on a l'habitude également de parler de la Guinée-Conakry et du Front national pour la défense de la Constitution qui, malgré l'interdiction de la junte, a appelé ses militaires à marcher. C'était le mercredi passé. Tout s'est bien passé d'ailleurs, avec quand même quelques affrontements, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée s'appelle la corruption. Mamadi Doumbouya, avec toute sa volonté de vouloir changer la donne, aura du pain sur la planche. Vous allez constater que c'est quand il a commencé par toucher les intérêts des gens, c'est-à-dire qu'à vouloir revoir les contrats qui lient la Guinée avec les sociétés d'exploitation minière, que ces soulèvements ont commencé. Parce que n'oubliez pas que les politiciens guinéens tirent alors leur survie, tirent leur richesse à partir des champs de corruption avec ces sociétés-là. Chacun y va avec sa poche. Donc aujourd'hui, il serait difficile qu'on mette fin à ces histoires de manifestations aussi longtemps que Mamadou Doumbouya ne va pas vouloir inclure toutes ces personnes dans la transition et en respectant alors les intérêts de chacun. S'il va avec ce schéma-là, il n'y aura plus de manifestations. Mais aussi longtemps qu'il va vouloir mettre le compteur à zéro pour tout le monde et tout pour la Guinée et rien pour les gens, les manifestations continueront. Puisque depuis la nuit des temps, c'est ça qui a fait emporter Lansana Conté, c'est ça qui a fait emporter Dadis Camara et c'est ça qui a fait emporter Alpha Condé, le professeur, et c'est ça aussi qui va gangréner alors la transition de Mamadou Doumbouya. Seulement que pour cette fois-ci, nous ne sommes pas dans un régime normal. Vous voyez, c'est la transition. Il devrait au moins permettre à ce que la transition puisse aller à la mission essentielle qu'est d'organiser les élections, passer la main. Parce que d'autres voient déjà que eux, ils ne font pas partie. S'ils ne savent pas faire, ils ne seront pas peut-être dans le régime qui va prendre le pouvoir. Quand vous prenez par exemple des gens comme Cellou Dalein Diallo, c'est quelqu'un qui se voit déjà... Voilà, c'est quelqu'un qui se voit déjà président de la République. Or, sur ce chemin-là, il y a un problème qui s'appelle justice. Il ne veut pas passer devant la justice, mais il veut devenir président. Mais c'est la justice qui doit le proclamer. Non, c'est-à-dire qu'il ne veut pas aller laver son honneur. C'est la Cour constitutionnelle qui doit le proclamer. Voilà, c'est quelqu'un qui veut devenir président sans sacrifice. Il ne veut pas faire de sacrifice, mais il veut devenir président. Et il y a même le parti du professeur Alpha Condé qui se voit aujourd'hui, ces cadres qui sont en prison, ils se disent, si les gens là continuent pas à rester là-bas, je ne peux pas revenir au pouvoir. Donc c'est tout ça qui fait aujourd'hui un gros problème pour Boni Yahi. Je crains aussi pour sa santé parce que Boni Yahi, le médiateur désigné par la CEDEAO. Un panier à crabe. Donc souhaitons-lui longue vie et santé pour pouvoir gérer tout ce problème. Et c'est ce qu'il a dit. Justement, le front là souhaite qu'il soit intégré dans une partie de la gestion de la transition. Peut-être pour vous, Francisco Napokura, c'est demander trop? Non, vous savez, c'est l'échec de l'élite africaine et puis les politiciens, comme nous aimons les appeler, les opposants, pour beaucoup sont des faux opposants. Voilà. Même ce qui est en train de se passer présentement au Mali, que ce soit ces civils qui viennent au pouvoir et qu'on exige que les militaires laissent parce que c'est eux qui sont pas, ils sont bons seulement pour garder les autres et non eux aussi gérer. Ouais, c'est les intérêts des gens, de chez nous, c'est-à-dire que tout le circuit jusqu'en Occident. C'est ça. Vous avez vu, il a dit, j'avais dit ici sur ce plateau, quand Doumbouya était venu premièrement, il a parlé des réformes, il a même dit qu'il ne va pas toucher au contrat. J'ai dit, le moment viendra quand il va commencer par toucher au contrat, on verra. Nous sommes à ce stade. Vous savez, vous voyez
comment l'appelle-t-on, des documents sur l'implantation des sociétés, surtout les industries extractives. Vous voyez que dans les clauses, hein, c'est signé, c'est dit que ça là, on va le faire tel moment. Ça, après tel nombre de temps d'exploitation, on va faire le chemin de fer de telle distance. On va créer une industrie, hein, pour la transformation. Mais on a signé des contrats depuis l'indépendance, depuis 50 ans, qui n'ont jamais été revus. C'est-à-dire où les gens même n'ont pas revu pour dire, hein, ce contrat, la chose. Je vous donne un exemple. Et là, sous Alpha Condé, je vous donne un exemple. il y a eu des initiatives. J'ai le document d'étude d'impact environnemental de l'extraction des minerais de Bangéli. D'accord, de Bassar, chez moi. Mais tout ce qui a été listé comme réalisation, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de gens qui surveillent et qui aiguillonnent. Donc les choses vont et les gens dilapident comme ça nos ressources. C'est pas normal. On ne doit plus continuer comme ça. Donc ceux qui sont adeptes pour dire oui, parce que c'est des militaires, ils sont là pour une transition. Mais pour la gestion même de la transition, comment vous la voyez, à part l'histoire sur ces contrats et autres, la gestion au niveau des partis politiques, ce qu'ils demandent, est-ce que c'est trop pour cette jointe? L'intégration des gens dans la gestion du pays. Les gens veulent qu'ils soient écoutés au moins. Oui, bon, ça c'est tout à fait normal. On ne peut pas faire, on ne peut pas gérer un pays sans les autres. C'est le pouvoir et l'opposition. Mais ce n'est pas seulement ce qui les énerve. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Surtout, vous voyez, il y a le camp de Alpha Condé qui est là, qui voit que bon, la situation lui est profitable par rapport à l'opposition, qui a son candidat et traditionnel, Seydou Dara Diallo, qui est en difficulté. Donc pour eux aujourd'hui, si ça va vite, ils vont prendre. Donc quand ils vont prendre, c'est fini. Vous imaginez des militaires qui n'arrivent pas à gérer des situations, à revoir les contrats que les gens ont signés pour que les gens respectent. Ok, 3 mois de transition, vous mettez les civils, ils sont pires. C'est ça qui fait que notre Afrique n'évolue pas. Et les gens ont vite pensé, en injectant ce virus de démocratie à l'africaine, et voilà où nous en sommes. Où on dit on a fait des règles, 3 mois, non. Il faut stabiliser les pays. Si le Mali ne retrouve pas sa sécurité, le Mali ne peut pas organiser des élections. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Si le Mali ne retrouve pas sa liberté, ils vont organiser une élection sans Gao, sinon sur le tiers du pays. Si la Guinée n'arrive pas à redresser ses tests, d'accord, à faire respecter au moins un minimum et à mettre le pays sur les rails, il ne peut pas organiser les élections. Tout ça passe, la liberté, tout ce qu'on parle, la démocratie, d'accord, c'est l'intégrité du territoire, c'est la dignité retrouvée, c'est ça qui fait la démocratie. Alors, Achraf Ouro Sama, l'inquiétude se trouve à quel niveau? Ce front a eu une force de mobilisation et il est prêt à gêner le pouvoir de Mamadi Doumbouya à tout moment. D'ailleurs, on l'a vu le 17 août passé. Jusqu'où ira justement ce front, selon vous? Non, mais je crois que ce front aujourd'hui a tous les moyens de contraindre le président de la transition. Hein. Vous savez, aujourd'hui, l'opposition se retrouve dans une... L'opposition est affaiblie. L'opposition est affaiblie. C'est cette coalition-là qui arrive à mobiliser des gens qui sont dans la rue et qui brandissent des revendications. Moi, je crois que pour une pacification du pays, il faut respecter les interdictions formelles de manifestation. C'est vrai, lorsqu'on n'est pas d'accord avec un gouvernement, on peut extérioriser ses frustrations, on peut brandir des messages qu'on veut, mais il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, la Guinée se retrouve dans une situation extrêmement délicate. On a Alpha Condé qui a été débarqué, qui n'est plus président de la République. Aujourd'hui, c'est un régime d'exception. Ce qu'on appelle en droit constitutionnel les petites constitutions, parce que nous sommes dans une phase de transition aujourd'hui qui permettent au président de la transition de stabiliser le pays et d'organiser maintenant les élections qui sont synonymes au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, il faut respecter les interdictions formelles de manifestation. C'est vrai. Donc, 3 ans,
On peut être sevré oui, mais jusqu'à 3 ans. oui, aujourd'hui, moi, trop... je peux comprendre les récriminations. Elles sont plus ou moins légitimes parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Mamadou Doumbia? On parle de gestion calamiteuse au long de la transition, une gestion unilatérale. On parle des restrictions de liberté injustifiées. On parle de l'instrumentalisation de la justice. Et j'en passe. Et j'en passe. Voilà, bon, ce sont des accusations qui sont extrêmement graves, mais je ne sais pas si cela est vrai ou faux. Mais au vu des éléments qui nous parviennent ici, on peut quand même apprécier. Mais je crois que mes confrères l'ont dit. C'est vrai que politiquement, on peut invoquer des raisons, mais il y a d'autres raisons qui sont ailleurs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en sciences politiques des réactionnaires. C'est-à-dire que lorsque vous avez un régime politique qui a été défait, qui n'est plus au pouvoir, il y a quand même des intérêts à sauvegarder. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des hauts dignitaires d'Alpha Condé qui n'ont plus... Certains sont même en prison. Certains sont même en prison. Aujourd'hui, il y a des gens, par des tours de passe-passe, qui ont signé des contrats extrêmement onéreux avec les multinationales. Aujourd'hui, il faut sauvegarder tous ces intérêts-là. Parce qu'on parle des histoires de ristourne. Ah oui? Depuis les années d'indépendance. Voilà. Ce qui pose problème, je crois que mes confrères l'ont soulevé, c'est le respect du cahier des charges des multinationales lorsqu'ils viennent exploiter nos ressources. On parle de la responsabilité sociale des entreprises. Mais vous voyez, des entreprises qui viennent dans un pays, ils polluent la terre, le vent, l'eau. Parfois, ils exproprient comme ça de manière illégale les populations locales. Ils s'installent, mais ils font leur chiffre d'affaires et l'État ne bénéficie pas. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il faut réviser ces clauses contractuelles-là. Si Mamadou Doumbia a pris l'initiative de réviser tous ces contrats-là, mais c'est pour le bien du pays. Moi, je ne peux que le supporter dans ce sens. Mais il faut aussi éviter de la surenchère verbale parce qu'on a constaté qu'au Mali ou en Guinée, il y a aussi une certaine manipulation de l'opinion publique. Et cela ne nous arrange pas. Voilà. On ne dit pas que les militaires s'incrustent au pouvoir. On ne dit pas que les militaires s'incrustent au pouvoir, qu'il n'y ait pas la démocratie. Mais il faut qu'on se donne de bonnes règles de démocratie. Nous avions écrit des poutistes qui prêtent serment. Mais des poutistes qui prêtent serment, les gens violent la Constitution en faisant le coup d'État. Parce que ce n'est pas inscrit dans la Constitution. 2 jours après, ils reviennent, ils remettent cette Constitution, ils se pointent devant une cour constitutionnelle, ils prêtent serment. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Le tout commence par ceux qui sont au pouvoir. Condé était au pouvoir, il gérait comme ça, on le voyait à la télé, titubait, mais il faisait tout. Il pouvait tirer même la moustache ou les choses, la barbe d'un dirigeant qui ne dira rien. C'est la même chose qu'on est en train de faire, mais vivement que Doumbia, pour qu'il fasse vraiment, écoute, toute cette transition-là, que ça fasse vite que le pouvoir rentre dans les mains de ceux qui peuvent bien diriger pour l'intérêt des populations. Doumbia, c'est l'enfant de... Ce que les gens ne voient pas aussi, c'est l'enfant de Condé qui était content quand il passe au défilé, il crie qu'il est beau, tout. Donc, au fait, Doumbia a vu que le pouvoir échappe à son frère, il l'a repris. Donc, il faut que les gens aillent doucement. On va voir ce que ça va donner. Mais vivement que notre Afrique prenne conscience et que les Africains rentrent vraiment dans... Ce qui fait mal dans tout ça, en une minute, ce qui fait mal dans tout ça, ce sont ceux qui se disent les grands démocrates, les grands intellectuels. En fait, c'est des bandes de corrompus. Ce qui fait mal aujourd'hui, ils peuvent se taire pour voir jusqu'où va s'arrêter cette transition. Ce qui est sûr, la jeune guinéenne va passer la main. Mais je vous dis, aucun parmi eux, ceux qui crient aujourd'hui là, aucun parmi eux, si on leur remettait la Guinée, va faire mieux que ce que Condé a fait ou les autres ont fait. Ouais. Puisque eux tous viennent de la même marmite. Si vous lisez bien les actions de Doumbouya, c'est de rendre la Guinée à une nouvelle génération qui ont une autre mentalité, celle qui donne tout au Mali et que le Mali alors redonne toutes les chances égales à tous les Guinéens. Allez, voilà. on va marquer la pause. Donc s'il est sur le pas de talon alors. Ah oui, on nous attend pour le journal. On va revenir peut-être sur le sujet juste après.